Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Brie pour ce nouvel épisode de L'Effeuillage. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, TV Brie, on est une web télévision associative et participative, et à travers les interviews de L'Effeuillage, on cherche à comprendre et à raconter comment les journalistes, mais aussi les universitaires ou les citoyennes, font de l'enquête. À quoi ressemble leur quotidien, comment font-ils pour protéger leurs sources, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face. Ce sont toutes ces questions qu'on se pose tous les mois dans un nouvel épisode de L'Effeuillage. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Guillaume Bernard, qui est journaliste chez Basta et qui a copublié avec Maya Courtois une enquête qui met en lumière comment la SNCF gère les cas de violences sexistes et sexuelles lorsqu'elles arrivent en interne. Guillaume, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. La SNCF est quand même une entreprise qui, dans sa communication interne comme externe, se revendique comme étant exemplaire, voulant avoir une tolérance zéro concernant les VSS, par exemple. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous résumer ce que vous avez mis en lumière grâce à votre enquête ? En tant que journaliste, on s'interroge quand on a un affichage communicationnel comme ça, est-ce que c'est bien le cas ? Et en fait, pas du tout. C'est même un petit peu l'inverse. L'enquête que j'ai menée avec ma consoeur Maya Courtois, elle est publiée en début d'année 2026, en janvier, et elle est en 3 volets, donc sur le site du média indépendant Basta. Cette enquête, elle s'appuie sur une dizaine de témoignages de femmes qu'elle documente au sein de divers filiales de la SNCF, et elle regarde comment l'entreprise a pris en charge cette parole. Et elle montre qu'en vérité, la prise en charge est très très légère et opaque. Pour certaines, et une grande majorité, les conclusions n'ont pas été heureuses. Souvent, ça a été une mise à l'écart salariale. Ça a pu déboucher sur des arrêts maladie. On a eu d'autres cas où les personnes ont finalement quitté la boîte. Il y a aussi eu, dans une très faible proportion, des condamnations de la SNCF pour son insuffisance en tant qu'employeur, puisqu'elle est censée protéger les salariés, notamment des violences sexuelles et sexistes, mais pas que. En général, la prise en charge, elle se fait à travers quel organe de la SNCF ? À travers un comité de l'éthique. Qui en fait partie, comment ça a été créé et qu'est-ce que vous avez mis en lumière à propos de ce comité ? Donc le comité de l'éthique, c'est un service de la SNCF rattaché à la direction des ressources humaines où une quinzaine de personnes travaillent et elles traitent les signalements pour violences sexistes et sexuelles notamment. Et qu'est-ce qui est problématique dans la gestion de ce comité de l'éthique que vous avez mis en lumière ? C'est qu'il n'y a aucun protocole, que les personnes qui témoignent n'ont pas eu le droit jusqu'à récemment d'être accompagnées, qu'il n'y a pas d'enregistrement. C'est-à-dire que ça fait même pas de base juridique pour aller potentiellement attaquer un potentiel agresseur derrière. Absolument. En fait, au nom de la confidentialité, le comité de l'éthique ne donne même pas une trace à la personne qui témoigne au sein du comité de ce qu'elle a dit. C'est notamment une des critiques que font les organisations syndicales de ce comité de l'éthique. Et quand tu parles de la question de la justice, même la question de la justice c'est ambigu parce que le comité de l'éthique a pu, dans certains cas qu'on a documentés, demander aux personnes qui témoignaient si elles étaient allées en justice. Dans certains cas, ça leur a été reproché. Ah bon, vous êtes allé en justice, mais pourquoi vous nous avez pas parlé avant ? Ou dans d'autres cas, c'est en fait, c'est pas finalement de notre ressort, aller en justice. Leur travail interroge, puisqu'il a très rarement permis de condamner les agresseurs, qu'il a même pu produire un retournement de la charge, c'est-à-dire que ce sont les présumés agresseurs qui ont été innocentés et les victimes déplacées de service, mises à l'écart. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle dissonance entre la communication et la réalité en interne ? Ce qui fait qu'il y a une réelle dissonance, c'est sans doute que la volonté affichée n'est pas une volonté réelle. Les outils qui sont mis en place pour traiter les VSS ne sont pas du tout suffisants, notamment cette direction de l'éthique. Officiellement, la SNCF reconnaît avoir licencié 57 personnes à cause de comportements et d'agressions ou de violences sexistes et sexuelles commises. Quand on voit ce que vous mettez en lumière et à quel point la commission de l'éthique condamne très peu, on se dit que c'est que la partie immergée de l'iceberg et qu'en fait, en plus de ces 57 cas, il doit y en avoir énormément qui ne sont jamais ressortis. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur que ça a, les VSS, au sein de la SNCF ? 57 cas depuis 2021, ça fait à peu près 10 cas par an. Donc je redisais 290 000 salariés, donc de toute manière c'est une partie infime. On se dit on ne sait pas très bien ce que ça représente. C'est un chiffre qui est brandi comme ça par la direction de la SNCF, que nous, la communication de la SNCF nous a envoyé quand on a fait notre travail de contradictoire.
Mais en vérité, on ne sait pas ce que ça représente. Est-ce qu'il y a une boîte comparable? Combien voilà, chez Airbus, est-ce qu'il y en a? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Donc voilà, effectivement, on pense que c'est la partie émergée de l'iceberg. Et notamment quand on voit comment fonctionnent, comme tu l'as dit, les outils qui permettent de traiter les VSS. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé sur la société, le fait de se mettre à médiatiser les VSS? Parce que c'est assez récent finalement. Ça a changé que, bon, déjà, on a pris conscience dans une partie de l'opinion publique que c'était un réel problème. La question des violences patriarcales qui se retrouvent au travail, elle a émergé. Maintenant, ta question, ça me fait aussi penser à est-ce que ça va assez loin? Est-ce que des enquêtes journalistiques suffisent finalement à renverser la vapeur, à faire que les agresseurs n'agressent plus, que les victimes soient systématiquement écoutées, que leurs paroles soient prises en compte, qu'il y ait des conséquences? Clairement, l'enquête qu'on a fait avec Maya montre que non, d'ailleurs c'est pas la seule enquête, montre que non, c'est absolument pas suffisant. Le seul travail journalistique ne permettra pas d'inverser la vapeur, en tout cas sur ce sujet-là. Est-ce que selon toi, ça peut faire partie de la reconstruction personnelle, de venir assumer une parole publique en médiatisant son propre cas quand c'est les victimes qui viennent vous voir? Oui, clairement. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens qui ne veulent pas en parler publiquement, qui ont fait les démarches judiciaires, etc., mais qui n'iront pas se confier à un média. Mais il y a des personnes qui, parce qu'elles ont eu pendant longtemps et ont encore le sentiment de ne pas être crues, vont chercher à médiatiser leurs paroles, parce que pour eux, c'est une crédibilité supplémentaire. Quel est tout le travail qu'il y a derrière pour mettre ça en lumière? Comment, en gros, vous vous êtes retrouvé à travailler sur les VSS à la SNCF? Pourquoi la SNCF et pas une autre entreprise? Enfin, c'est quoi la genèse de cette enquête? C'est un travail qu'on a mené d'abord au sein d'un média dans lequel on travaillait tous les deux avec Maya avant et qui a fusionné avec Basta, qui s'appelle Rapport de Force. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ça, et on a commencé à s'intéresser à ça quand il y a eu par le biais de la discrimination syndicale. En fait, on a eu des syndicalistes qui ont organisé notamment des manifestations parce qu'ils écopaient de sanctions disciplinaires pour avoir défendu des victimes de VSS. Donc au début, on s'intéressait à leur cas, on documentait la manifestation, mais puis de plus en plus, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires de VSS? Et on s'est aperçu qu'il y avait différents cas dans lesquels c'était arrivé. Et du coup, vous vous êtes dit, attends, ça fait 1, 2, 3, 4 fois qu'on parle d'affaires de VSS à la SNCF, il y a un sujet à creuser, ça doit être plus systémique que ça, c'est ça? Exactement, et notamment parce que la SNCF avait cette communication affichée d'entreprise qui fait attention aux VSS, etc. On s'est dit, bon, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Vous avez travaillé à 2 sur cette série d'enquêtes. Souvent, les journalistes que je rencontre, c'est un métier où on travaille assez souvent seul. Le cliché du ou de la journaliste avec son petit carnet, qui est un peu parano, qui garde ses sources et ses machins, il n'est pas si faux que ça. Et pourquoi vous travaillez à 2? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors moi, je pense que c'est totalement salutaire de travailler à 2, notamment sur des questions de violence sexiste et sexuelle. Déjà, psychologiquement, ça aide. On couvre une surface beaucoup plus large, on peut interviewer beaucoup plus de gens, on écrit mieux, parce qu'on parle ensemble de l'écriture, d'un plan d'article. Donc non, moi je suis totalement pour un travail en groupe. Vouloir garder ses sources, etc., je sais pas, avec un collègue en qui j'ai totalement confiance, qui travaille dans mon média, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors une fois que vous avez ça, que vous vous dites, ok, il y a un truc plus large, c'est systémique, il faut qu'on aille creuser, comment vous faites pour aller trouver des sources, trouver des gens qui sont prêts à témoigner? Comment vous avez fait ce travail-là? Notamment par le biais syndical. Là, comme je te disais, il y avait ces premiers syndicalistes qui étaient sanctionnés, et donc eux, ils étaient en contact avec des personnes, donc voilà, ils peuvent servir de passerelle. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça s'élargit, les gens parlent entre eux, se disent tel journaliste est intéressé, est-ce que toi je connais ton histoire, est-ce que ça t'intéresserait d'en parler? Et aussi avec la mention en fin d'article, si vous connaissez, vous avez été victime de ce genre de cas, contactez-nous, quoi. Et vous êtes aussi passé par un collectif qui s'appelle Stop Harcèlement? Stop Harcèlement Ferroviaire. On a rencontré en fait un collectif de cheminotes qui s'était emparé de cette problématique et qui elle-même documentait des cas, accompagnait en justice les personnes, faisait avec elles les démarches en interne au sein du comité de l'éthique dont elle se méfiait d'ailleurs aussi beaucoup. J'imagine que l'accompagnement de vos sources dans le cadre d'une enquête sur les VSS, c'est vachement différent
Est-ce que tu peux, et même de manière globale, est-ce que c'est très différent de travailler sur les VSS ou sur n'importe quel autre sujet d'investigation? Est-ce que tu peux me parler de cette différence-là? Ça fait partie des sujets où les gens racontent des choses très personnelles, douloureuses, et où l'écoute est très importante en tant que journaliste et où on passe du temps, beaucoup de temps, à écouter les personnes. C'est-à-dire que les interviews font facilement plusieurs heures. On a des témoignages qui, parfois, peuvent être confus parce qu'il y a de l'émotion qui revient. Donc, il y a en général beaucoup de temps pour traiter de plus à accorder aux personnes quand on traite ces sujets-là. L'autre différence qui me questionne toujours, moi, c'est comment vous allez croiser les sources, croiser les preuves. Il y a certaines enquêtes où on va pouvoir s'appuyer justement sur de la documentation papier, des preuves matérielles assez factuelles. Dans le cadre des VSS, ça me paraît plus compliqué. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quand même un peu différent? C'est différent, enfin c'est très difficile puisque donc, dans le cas de VSS, souvent la situation est vécue par un agresseur et une victime, pas en public, en privé, personne d'autre n'est témoin. Donc croiser véritablement les sources sur la situation en tant que telle, c'est pas possible. Évidemment, on fait le travail de contradictoire, on va voir le présumé agresseur, on lui demande sa version des faits. Là, dans le cas de nos enquêtes, je crois même, je suis sûr qu'on n'a eu aucune réponse d'un présumé agresseur voilà, qui dit non, c'est faux. C'est pas qu'ils ont dit pas de non, ils n'ont pas répondu du tout, du coup. Eux, ils n'ont pas répondu. Voilà, donc aucune réponse. Voilà, après, il y a tout un travail de consolidation du témoignage de la personne. C'est-à-dire que on demande de fournir, dans le cas de l'enquête, c'est les PV d'audition à la gendarmerie s'il y a une plainte, ce qui a pu être fait en interne, énormément de documents en fait, énormément de documents. Et on s'appuie sur des témoignages croisés, on pourrait dire, de personnes qui connaissent la personne. Ça peut être le syndicaliste qui l'a accompagné. Il y a des cas où, par exemple, ça a pu mal se passer entre un syndicaliste qui a accompagné la victime et la victime elle-même, et où, du coup, on va avoir un son de cloche différent sur le témoignage de la victime, et ce qui va amener logiquement à prendre plus de pincettes sur ce témoignage, et ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilisera pas, au contraire. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai, mais ça veut dire qu'il est plus difficile à utiliser en tant que journaliste, en fait. C'est ça. Il est plus difficile à utiliser en tant que journaliste, et on l'utilisera sans doute peut-être pas de la même manière. Dans la SNCF, vous pouvez à l'infini trouver, j'imagine qu'on malheureusement, on pourrait aller creuser à l'infini. À quel moment on se dit, ok, maintenant, on a une enquête suffisamment costaud, on passe à la publication? Alors, la publication, c'est simple, il faut avoir une deadline, c'est pas plus compliqué que ça, il faut sortir voilà, en janvier l'enquête, on s'arrêtera là, mais le travail, il s'arrête pas pour autant. Nous, on continue de recevoir des témoignages, des gens qui nous contactent, parce que les articles sont encore en ligne, parce qu'il y a encore marqué « vous pouvez nous contacter », et donc on continue à documenter les choses, et on se dit qu'un jour, on en fera quelque chose. En lisant les enquêtes, la série d'enquêtes, moi, je ressens une certaine frustration d'en pas avoir pu creuser plus ce fameux comité de l'éthique. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que tu peux m'en parler? Totalement. Le comité de l'éthique, on aurait adoré avoir une personne qui a travaillé au sein de ce comité de l'éthique, parce que bon, à chaque fois qu'on a posé des questions par les biais de la communication de la SNCF, on n'a pas eu de réponse. Pas de réponse satisfaisante, pas précise. Donc oui, avoir une personne qui y a travaillé, qui peut nous dire... pas forcément pour en dire du mal, mais voilà comment moi j'ai travaillé. C'est un manque dans cette enquête. Et c'est un manque qu'on espère combler à l'avenir, en fait. On espère que ce travail d'enquête va faire que des gens du comité de l'éthique qui y ont travaillé, qui peut-être n'ont pas été satisfaits de la manière dont ça a fonctionné, ou qui au contraire en sont très satisfaits, vont nous appeler et nous dire voilà comment ça marche. Est-ce que, avant de publier ce genre d'enquête, vous avez une sorte de comité de relecture ou un avocat? En gros, comment vous protégez, par exemple, face à l'attaque en diffamation ou ce genre de choses? L'avocat, ça coûte très cher. Basta, on est un média indépendant qui roule pas sur l'or. Donc, on fait pas appel à un avocat à chaque enquête. De toute manière, on peut jamais être sûr d'éviter une procédure bâillon, c'est-à-dire une procédure qui n'a pour but que d'épuiser financièrement, psychologiquement un média et des journalistes.
même si la personne sait très bien qu'elle va perdre le jour de l'audience, elle fait quand même la démarche parce qu'elle a de l'argent, que ça la dérange pas, donc voilà. Vous avez déjà subi ça chez Basta? Oui, ça a déjà été subi, notamment contre Bolloré, Vincent Bolloré, il y a une petite dizaine d'années de mémoire. Les procédures Bayon, on ne peut pas les éviter, donc, mais nous par contre, ce qu'on doit s'assurer, c'est si ces procédures Bayon ont lieu, on veut les gagner. Tu travaillais avant chez Rapport de Force, avec Maya Courtois d'ailleurs, et vous travaillez maintenant chez Basta. Je trouve que ça raconte un peu qu'est-ce que c'est que faire partie de médias indépendants aujourd'hui, le fait que ces deux médias-là aient fusionné. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oui, ça raconte le morcellement de la presse indépendante, qui est une force d'un certain côté, puisque ça permet une richesse, ça permet énormément de lignes éditoriales différentes, des points de vue différents. Mais nous, c'était notre avis à rapport de force. Ce morcellement, on en souffrait. Ça ne nous permettait pas de faire le média qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire documenter, à l'époque c'était l'info pour les mouvements sociaux. On trouvait qu'il y avait trop de choses qu'on laissait de côté par manque de moyens et du coup de temps de travail rémunéré. Il y avait aussi un constat politique qui était, face à la montée de l'extrême droite, une volonté de faire de plus en plus de travail unitaire. C'est quelque chose qui se retrouve dans le syndicalisme et que nous, on avait aussi fait nôtre. Et donc se rapprocher d'une rédaction avec laquelle on travaillait déjà depuis un moment. On faisait déjà des copublications, des articles travaillés en commun, des articles repris d'un média à l'autre. Ça avait du sens et donc on a fait cette démarche nous on voulait aller jusqu'à une fusion. Donc comme Basta était un média plus gros que le nôtre, et que nous, ça ne nous portait pas véritablement de souci d'arrêter Rapport de Force sous la forme telle qu'on l'avait, on a décidé de faire une rubrique Rapport de Force au sein de Basta. Donc les anciens salariés de Rapport de Force travaillent majoritairement dans cette rubrique, mais pas que, et d'anciens salariés de Rapport de Force de Basta peuvent aussi écrire dans cette rubrique. Guillaume, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de L'Effeuillage. On remercie évidemment comme d'habitude La Chapelle et le kiosque de nous accueillir pour les tournages. Je vous demande de partager évidemment autour de vous sur tous les réseaux et on se retrouve le mois prochain pour décrypter une nouvelle enquête.